J'ai passé 10 ans dans une banque. Dans cette vidéo, je te donne tout ce que tu dois savoir sur le financement immobilier en 2026. Les règles qui ont changé, ce que les banques regardent vraiment aujourd'hui et la stratégie exacte pour obtenir le meilleur financement possible, quel que soit ton profil. C'est la vidéo que j'aurais voulu avoir quand j'ai commencé. Première partie, le décor. Parce que les règles du jeu en 2026 ne sont pas celles d'il y a 3 ans. Commençons par le cadre. En France, les banques sont encadrées par le HCSF, le Haut Conseil de stabilité financière. Et il impose 2 règles de fer confirmées et maintenues en 2026. Ton taux d'endettement ne peut pas dépasser 35% de tes revenus, assurance emprunteur comprise. Et la durée de ton prêt ne peut pas dépasser 25 ans. Ça peut aller jusqu'à 27 ans seulement si tu achètes dans le neuf, en VFA ou dans l'ancien avec au moins 10% de travaux. On retient bien 35% assurance incluse. Beaucoup de gens calculent leur capacité sans l'assurance et se trompent complètement. Mais, et c'est là que ça devient intéressant, la loi laisse aux banques une marge. Elles ont le droit de déroger à ces règles sur 20% de leur production chaque trimestre. Autrement dit, environ un dossier sur 5 peut sortir des clous. La vraie question, ce n'est donc pas est-ce que je rentre dans la case, c'est est-ce que mon dossier mérite de faire partie de ces 20%. On y revient. Deuxième changement, les taux. On a connu une flambée historique de 1% à plus de 4% en moins de 2 ans. En 2026, on s'est stabilisé autour de 3,20 à 3,30 sur 20 ans pour un bon profil à l'heure où je te parle. Attention, la BCE, la Banque Centrale Européenne, a de nouveau bougé ses taux directeurs cet été face au retour de l'inflation. Donc ça reste à surveiller, mais on est loin de la panique de 2023. Troisième changement, et c'est une bonne nouvelle, le PTZ, le prêt à taux zéro. Il a été élargi. Depuis 2025, il est ouvert à tout le territoire. Et les plafonds de revenus ont été revalorisés en 2026. Si tu es primo-accédant, c'est peut-être un levier gratuit que tu n'imaginais même pas avoir. Maintenant, le cœur du sujet, la partie que personne ne t'explique. Parce que tout le monde est obsédé par le taux d'endettement et le taux d'intérêt. Mais quand j'étais dans la banque, ce n'est pas seulement ça qu'on regardait. En 2026, encore moins. Voilà ce qui fait la différence entre un dossier accepté et un dossier refusé. Numéro 1, ton apport et surtout sa traçabilité. Aujourd'hui, une banque veut voir d'où vient ton argent sur les 6 derniers mois minimum. Un virement inexpliqué, une grosse rentrée d'argent la veille du dépôt du dossier et ça coince. Donc prépare ton épargne et sache l'expliquer. Numéro 2, le reste à vivre. C'est ce qu'il te reste pour vivre une fois que la mensualité de prêt a été payée. Et c'est devenu décisif. Tu peux être parfaitement dans les 35% d'endettement et te faire refuser quand même parce que ton reste à vivre est jugé trop faible. Pour un couple sans enfant, en dessous d'environ 1 000 € par mois, beaucoup de banques disent non. L'endettement, c'est le plafond, le reste à vivre, c'est le vrai juge. Numéro 3, le saut de charge. La banque compare ce que tu paies aujourd'hui pour te loger avec ta future mensualité. Si tu passes de 700 € de loyer à 1 500 € de crédit, elle veut la preuve que tu peux encaisser ce saut même si le taux d'endettement est bon. Un locataire qui a déjà l'habitude de mettre de côté l'équivalent rassure énormément. Donc, si tu payes 700 € de loyer, mets la différence en épargne pour assurer le banquier pour ton futur projet. Numéro 4, c'est le grand changement de 2026, le DPE. Le diagnostic de performance énergétique. Il est devenu un critère de solvabilité au même titre que ton salaire. Pourquoi? Parce qu'une banque qui te prête sur 20 ans et se projette sur 20 ans, et le calendrier des interdictions de location est clair. Le bien qui est classé G est déjà interdit à la location depuis janvier 2025. Et le F le sera en 2028 et le E en 2034. Et ça, la banque le sait et elle l'anticipe. Un logement que tu ne pourras bientôt plus louer, c'est un risque pour elle. Résultat concret, sur les passoires thermiques, les banques demandent souvent jusqu'à 10% d'apport en plus ou appliquent une majoration de taux de 0,1 à 0,3. Un bon DPE aujourd'hui, c'est un meilleur financement. Ce n'est plus négociable. Petite parenthèse utile, au 1er janvier 2026, le mode de calcul du DPE a été révisé et près de 850 000 logements chauffés à l'électricité sont sortis des classes F ou G sans aucun travaux. Donc avant de renoncer à un bien passoire, vérifie son nouveau DPE, il a peut-être changé de classe. Et enfin, numéro 5, ta stabilité. Ta stabilité professionnelle, ta stabilité fiscale, tes 3 derniers avis d'imposition, la régularité de tes revenus
ta gestion de compte, zéro découvert, zéro incident, ça paraît basique, mais c'est ce qui fait basculer un dossier limite. Alors maintenant, la stratégie. Comment obtenir le meilleur financement possible, quel que soit ton profil? Principe de base, et je le répète à tous les gens que j'accompagne, un bon financement ne se joue pas au moment où tu déposes ton dossier, il se prépare des mois avant, comme un combat. Tout est dans l'amont. Alors, étape 1, tu nettoies ta situation. 3 à 6 mois avant, tu soldes tes petits crédits conso si tu peux. Tu arrêtes les découvertes. Tu structures ton épargne pour qu'elle soit traçable. Tu présentes une photo nette. Étape 2, construis ton dossier comme un dossier de vente. La banque doit comprendre ton projet en 30 secondes. Revenus, apport, projet, capacité à encaisser le saut de charge. Un dossier clair, complet, anticipé passe avant un dossier plus riche mais bordélique. Crois-moi, du côté banque, un dossier propre, ça change tout. Étape 3, ne va jamais dans une seule banque. Mets-les en concurrence ou passe par un intermédiaire qui le fait pour toi. Le premier taux qu'on te propose n'est presque jamais le meilleur. Maintenant, selon ton profil. Si tu es primo-accédant, ton arme, c'est le prêt à taux zéro, plus qu'un apport. Même modeste, mais bien tracé. Et un projet dans un bon DPE pour rassurer. Tu coches ainsi les cases idéales de la banque. Si tu es investisseur, là, on ne raisonne plus comme un particulier. On raisonne rentabilité, montage, effet de levier. L'objectif, c'est de faire en sorte que les loyers portent une partie de l'effort et de structurer les choses pour préserver ta capacité d'emprunt pour les opérations suivantes. C'est une logique de patrimoine, pas d'achat unique. Si tu es indépendant, chef d'entreprise ou expatrié, ton profil est jugé atypique. Et beaucoup de banques classiques te diront non par simple confort. Ce n'est pas que ton dossier est mauvais, c'est qu'il faut le présenter à la bonne banque, dans le bon langage, avec les bons bilans. C'est exactement ce genre de situation hors norme que je débloque tous les jours en France comme à l'international. Parce que c'est ça ma conviction profonde après 10 ans à l'intérieur du système. La banque parle un langage et la plupart des gens ne le parlent pas, alors ils subissent. Quand tu le comprends, la banque arrête d'être un mur et devient un levier. Si tu as un projet en cours, je t'offre un appel de 45 minutes en cliquant sur le lien en description.